sommes en 2002, au milieu de l'Afghanistan, en pleine zone talibane, peu après l'intervention militaire américaine. 2 jeunes reporters intrépides et moi embarquons pour un road trip insensé autour du pays pour vérifier les promesses de la Pax Americana. Would you tell us exactly against whom you are fighting? They're the enemy. We're there to destroy them. Non, moi j'ai fait une école d'art à Lausanne qui s'appelle l'ECAL. J'étais dans un département qui s'appelle communication visuelle, mais qui est en fait un département de graphisme. Et donc on faisait de la typographie. C'est une école d'élite en typographie. Donc on aligne des lettres, on dessine des caractères. Mais c'est un travail très méticuleux, très gratifiant, très sécurisé. On travaille de manière très sécurisée. Non, en fait, oui, ces bandes ont été perdues, mais il faut dire qu'au début, elles n'avaient pas une importance capitale. Moi, j'ai acheté une caméra vidéo pour avoir une place dans cette voiture. Donc, il y avait un photographe qui était un vrai photographe, qui avait une formation, qui se lançait dans la photo de guerre, mais qui avait un labo de photo à Florence, qui a fait des études d'histoire de l'art, qui a une immense culture, Paolo Woods. Et moi, je connaissais rien en fait en photo. J'avais la connaissance moyenne d'un étudiant en école d'art, et je faisais des photos avec un petit appareil, un Olympus Miu 2. Et je faisais des photos très Martine Parienne, disons. Je photographiais mes copains, je photographiais la rue au ras du sol. Et mais quand je suis arrivé à Kaboul et que j'ai rencontré Paolo c'était lui le photographe en fait du voyage. Et donc Serge intelligemment il a dit bon, prends une caméra vidéo et puis ça te donnera un rôle indépendant de Paolo. Et l'autre Serge qui est le 3e membre du coup de l'équipage et le leader d'ailleurs de cette expédition. Oui, donc c'est Serge Michel qui est à l'origine de ce voyage. Serge c'est le moteur. Donc il y a 3 personnages. Serge qui est à 12 ans décide d'être grand reporter. Donc, lui il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il a rencontré Nicolas Bouvier quand il était jeune. Il a beaucoup voyagé et il voyage sur les cartes. Donc il regarde l'Afghanistan, il voit qu'il y a cette vieille route qui fait le tour du pays. Et comme il voulait faire un état des lieux de l'Afghanistan en 2002, l'Afghanistan nouveau en fait, année 0, parce que tout recommençait à 0, il dit on va suivre cette route. Or cette route elle est en très mauvais état, parfois elle n'existe plus. L'Afghanistan sort de 20 ans de cauchemar, 10 ans de guerre contre les soviétiques, 5 ans de guerre civile épouvantable et 5 ans de totalitarisme taliban. Et donc il décide qu'on va suivre cette route et il doit normalement faire cette route avec Paolo. Et finalement, moi, je reste avec eux, en fait. Moi, je suis pas censé faire partie du voyage, mais il y a une place sur la banquette arrière. Et surtout, quand je suis à Kaboul, je comprends que faire Lausanne-Kaboul, c'est facile, mais faire Kaboul-Lausanne, c'est très compliqué. Parce qu'évidemment, les visas s'obtiennent plus difficilement pour sortir de l'Afghanistan que pour y entrer. Et en fait, il n'y a pas d'avion. Il y a plus de lignes, en fait. Les avions ont tous été détruits, et donc il n'y a pas de ligne internationale. Et donc, plutôt que de rester seul à Kaboul, je décide de monter dans la voiture avec eux. Voilà. Alors, d'abord, certainement que mon documentaire aurait été très différent. Je pense qu'il aurait plus tenté de coller à ce que l'actualité demandait, ce que les médias demandaient. C'était un film plus politique, plus journalistique en fait. Là, c'est vraiment l'histoire d'un voyage. En fait, moi, je suis pas journaliste. Moi, je suis un voyageur dans cette voiture. Et donc, mon inspiration, ce sont les voyageurs qui ont fait l'Afghanistan avant les guerres. Bouvier, Kessel et Ella Maillard, cette grande photographe et reporter suisse. Donc, moi, j'ai pas du tout envie de raconter l'Afghanistan pour un article, en fait. J'ai pas les connaissances qu'il faut pour le. Moi, je raconte l'Afghanistan comme un néophyte, en fait. Je le découvre et le film, c'est la découverte de l'Afghanistan à travers mes yeux, qui sont quelqu'un qui sait rien faire, en fait. Moi, je sais pas tenir la caméra vidéo. Je sais l'utiliser, il suffit d'appuyer sur le bouton on. Parce qu'il y a aussi un on sur le micro, parce que. J'allais dire, il manque le son au début. Oui, mais en fait, j'ai eu la bonne idée d'acheter un petit micro qui se pluguait sur la caméra, mais il y avait un petit bouton on/off, et puis il faut juste penser à l'allumer en fait. Et au début, j'ai pas de son parce que je sais pas qu'il faut allumer le micro aussi pour que ça marche.
Alors c'est sûr que l'appareil de photo et la caméra, c'est mettre de la distance entre la réalité et soi, donc effectivement c'est rassurant. Maintenant, moi dans le film, je les vois comme des têtes brûlées. En réalité, ce sont des journalistes Oui. qui font un travail de journaliste, et ils sont pas beaucoup plus têtes brûlées que d'autres journalistes. Les photographes de guerre qui suivent des guerres, des vraies guerres, des conflits qui sont actifs. Là, ce sont des conflits latents en Afghanistan puisque les talibans sont partis, mais il y a des snipers, il y a des escarmouches, voilà. Il y a des petits combats entre chefs de guerre, mais c'est pas la grande guerre comme on la connaît maintenant sur des grands conflits. Et donc, moi, je connais des photographes de guerre qui sont des vraies têtes brûlées, qui prennent des risques complètement délirants. Là, même Paolo, c'est le plus tête brûlée des trois, mais comment dire, il court pas sous les balles non plus. Et Serge, c'est pas une tête brûlée. Serge, c'est quelqu'un de très réfléchi, mais c'est quelqu'un de très déterminé. Et donc, il suit sa route et rien ne l'arrête. Il avance tranquillement, mais il veut suivre cette ligne sur la carte. Et donc, Serge, c'est la détermination, c'est la locomotive. Paolo, c'est la tête brûlée, mais avec le sourire, hein, parce qu'il est toujours de bonne humeur, il est toujours joyeux. Contrairement à ces photos en noir et blanc. Voilà, mais c'est marrant. Serge, c'est quelqu'un de très sérieux, qui écrit des articles extrêmement drôles. En fait, il a une manière d'écrire qui est assez extraordinaire. Il a reçu le prix Albert Londres, d'ailleurs pas pour rien, parce qu'il a une espèce de distance dans ses écrits, mais il est très sérieux dans sa manière de travailler. Donc c'est entre 12 et 14 heures de travail par jour. On s'amuse pas du tout dans ce voyage. C'est-à-dire qu'on travaille tout le temps, et le soir, on est toujours épuisé. Paolo, c'est la joie de vivre au quotidien, mais il veut vendre ses photos à des journaux occidentaux qui veulent des photos de guerre, et donc lui, il a eu un labo noir-blanc, à l'époque il fonctionne en noir-blanc, donc il fait des photos au Hasselblad, il a une immense connaissance de l'histoire de la photographie, et moi j'ai aucune connaissance de l'histoire de la photographie, et je suis un peu je suis un peu l'idiot du voyage en fait, mais ça me permet de filmer tout ce que eux ne photographient pas ou ne racontent pas. C'est-à-dire que c'est le backstage en fait, qui est en fait très intéressant. C'est-à-dire que moi, quand j'essaie de comprendre, je pose des questions à Serge, je m'enseigne, et en fait, je pose des questions simples, en fait. Et donc, moi, je fais un petit historique de l'Afghanistan qui est vraiment extrêmement simple, qui est basé sur des faits très simples, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des absurdités. C'est-à-dire que nous, quand on arrive en 2002, tout a changé par rapport à ce qu'on nous a montré de l'Afghanistan pendant la guerre contre l'Union soviétique, parce que pendant la guerre contre l'Union soviétique, les Moudjahidines, c'est des héros. Ce sont des héros, en fait. Rambo 3, il se bat avec des Moudjahidines et qui se battent contre les Russes et qui sont des héros, et ils se battent contre des Russes qui, par ailleurs, évidemment, font des choses épouvantables, mais construisent des écoles, envoient les filles à l'école. C'est un aller-retour sans cesse, les filles à l'école. Oui, mais parce que, en fait, quand on arrive en 2002, quand l'Occident arrive en 2002, en fait, il se retrouve dans la même situation que les Soviétiques, et il se bat contre les ennemis, les amis d'alors deviennent les ennemis. C'est-à-dire que les Moudjahidines qu'on a payés pour être extrémistes, pour se battre contre le gouvernement central communiste, et ben tout d'un coup ça devient les ennemis de l'Occident, parce que l'Occident veut en fait aussi construire des écoles et faire évoluer le pays vers un modèle occidental qui est bien, donc plus ouvert aux femmes, et c'est une espèce d'absurdité où on se retrouve dans où les héros pardon, là, je bégaye un peu, mais moi je le montre de manière très simple, c'est-à-dire que le même mec en 89, c'est un héros, et ensuite on le recroise, et puis c'est notre ennemi juré en fait. Voilà. Et cette simplification, je l'avais jamais entendue en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous, on a peur de gens, mais 20 ans plus tôt, on les aurait trouvés extraordinaires. On se posait pas la question il y a 30 ans des motivations des Moudjahidines sur l'école des filles. Non, c'était beaucoup plus invraisemblable que ce qu'on voit sur les bandes. Nous, c'était invraisemblable pendant 2 mois. Non, mais c'était vraiment complètement dingue. Mais il y avait beaucoup de choses très positives, en fait. Il y avait une joie. Enfin, en 2002, c'est vraiment le moment. Si vous voulez, ça fait 40 ans que l'Afghanistan va mal. C'est vraiment la catastrophe. Mais 2002, c'est le point de bascule où tout d'un coup, l'Afghanistan est en train de se réveiller et se dit, voilà, les 20 ans de cauchemar sont derrière nous. En fait,
ça va empirer et ça va pas s'améliorer beaucoup, mais en 2002, pendant une année à peu près, l'Afghanistan rêve, quoi. Et tout d'un coup, bon, les chefs de guerre reprennent du poil de la bête, mais quand même, ils se tiennent un peu à carreau, et il y a une espèce d'explosion de joie photographique que moi je découvre en fait. C'est des gens qui viennent vers nous pour être pris en photo en fait. Nous on découvre des villages où il n'y a pas eu de journalistes pendant 20 ans, où ils n'ont pas vu d'appareil de photo depuis 20 ans. Donc ça veut dire qu'il y a toute une génération qui a jamais vu d'appareil de photo. Et ils arrivent et il y a une espèce d'envie de dire enfin on va pouvoir exister en fait. Je sais pas comment dire, on se réveille. C'est comme un monde qui se réveille. Moi, j'ai eu cette sensation, et non seulement je l'ai eu, mais en tout cas, moi, je me souviens que quand on est rentré d'Afghanistan, on racontait pas tout. Ouais. Parce que, en fait, on se disait, les gens vont pas nous croire. Et donc, en fait, il y a toute une série d'histoires qu'on n'a pas racontées. C'est-à-dire qu'on les coupait en deux. Parce que la succession d'absurdités faisait que ça devenait plus crédible, en fait. Et au montage, on a coupé beaucoup de scènes, en fait. En fait, on n'a pas mis du tout, tous par exemple, les fouilles archéologiques. Ouais. On avait monté cette scène, puis après le film était trop long, ça fonctionnait pas. C'est un film, pour que ça fonctionne, il faut. C'est un équilibre. Mais si vous voulez, en 2002-2003, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est l'opium qui remonte en force et le pillage archéologique. Et en fait, on disait à l'époque, les calculs c'était un tiers du PIB, c'est les pillages archéologiques, un tiers c'est la drogue, et un tiers c'est l'argent du gouvernement. C'est ça l'argent de l'Afghanistan. Et évidemment que les pillages archéologiques et la drogue enrichissent des chefs de guerre en fait. Ils vont pas au gouvernement. Et donc les sites archéologiques, c'était du pillage à grande échelle. En fait, c'était des mecs qui étaient... Nous, on pensait que c'était des archéologues. On arrive sur un site de Balkh, qui est une ville construite par Alexandre le Grand. Enfin, c'est mais il reste pas grand-chose. Ce sont des cratères de lune, comme ça, on a l'impression d'être sur la lune. Et on voit un type, on se dit, ah, c'est peut-être un archéologue. On s'approche et on voit qu'il détruit une arche en briques à la pioche. Et on dit, mais qu'est-ce que vous fichez? Pourquoi vous détruisez cette arche? Puis il dit, ah, mais moi, je suis maçon. J'ai besoin de briques, je construis ma maison. C'est des super briques et tout. Puis on dit, mais... On pensait qu'on trouverait des archéologues ici, puis de toute façon tout a été pillé, regardez là, il n'y a plus rien, tous ces trous, c'est tous les vases, tout ce qui avait de précieux a déjà été volé, et maintenant il reste plus que les briques en fait, et puis maintenant nous on prend les briques pour construire. Et c'était inimaginable pour nous, on se dit mais l'Afghanistan est sous son mandat de l'ONU, l'Occident est là, c'est censé aller mieux, qu'est-ce qui se passe en fait, comment c'est possible que ce soit aussi délirant? Pour la guerre c'était pareil, la guérilla entre chefs de guerre, c'était absurde. Il y a vraiment quelque chose d'absurde. Oui, on les a quasiment pas vus les Américains, mais c'est vrai que le peu qu'on en a vu, ils ont cette phrase caricaturale où Serge pose une question complexe sur contre qui vous battez-vous, et le type il dit pour l'instant ça nous intéresse pas tellement, l'important on est là, c'est des ennemis, il faut qu'on les tue. Oui voilà, on a l'impression que c'est presque un choix de leur part de pas distinguer, qui décident en fait de considérer tout ça comme une sorte de gros magma contre lequel ils se battent. Mais du coup, ouais, vous rendiez bien compte à l'époque qu'ils étaient complètement dépassés, quoi. Ou alors, enfin, en tout cas, ce que je trouve, ce que le film montre, c'est un peu ça, et ça met en lumière de manière très, très dure ce qui s'est passé il y a peu de temps. Oui, moi, si vous voulez, j'ai vu des bribes c'est des petits morceaux que je vois, et puis mis bout à bout, on comprend que ça se passe pas bien. Serge et Paolo font vraiment une enquête, ils écrivent un livre, ils écrivent des articles, mais à la fin ils écrivent un livre. Après ce voyage, on va en Irak, et on suit l'évolution en Irak, et donc eux arrivent assez rapidement à la conclusion que ça va dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que la reconstruction de la nation, elle se passe pas bien. Mais le film, il insiste pas tellement là-dessus, c'est un background en fait du voyage. Moi, je raconte le voyage et on traverse cet Afghanistan. Et effectivement, il y a beaucoup de problèmes, mais en 2002, ce qui est le plus fort, c'est l'espoir. C'est-à-dire que vraiment, on sent que ce pays pourrait se réveiller. Et je pense que si maintenant les talibans partaient, ce pays pourrait se réveiller comme ça, en fait. Il y a une espèce d'énergie latente dans ce pays qu'on a senti en 2002, qui était assez extraordinaire.
Les protestants sont fabriqués d'une certaine manière et Oui. quand je les ai eus dans ma voiture, enfin dans notre voiture pendant 2 mois, j'ai été confronté à ça. Et c'est des détails assez marrants en fait, mais qui voilà, c'est la grille de lecture des personnages que voilà. vous utilisez. C'est-à-dire que c'est quand même une caractéristique assez marrante. Paolo disait c'est marrant, je travaille qu'avec des protestants. C'est des stakhanovistes, ils arrêtent pas de travailler, prendre du plaisir, ça fait pas partie de l'équation. C'est pas qu'on faisait des soirées incroyables, qu'on mangeait des choses géniales. C'était vraiment du travail. Et puis évidemment cette immense engueulade qui commence, qui introduit le film, mais c'est une petite partie de l'engueulade, mais c'est une engueulade de 1h30 Dans la voiture. sur Serge et Paolo qui s'engueulent sur les notes de frais. Et qui est le nerf de la guerre parce qu'il faut bien payer le voyage et on n'est plus à la grande époque du journalisme déjà à cette époque et c'est une engueulade qui n'en finit pas. Donc c'est 2 protestants qui parlent d'argent et puis qui se rendent compte qu'en fait ils ont claqué tout l'argent, qu'ils ont mal géré en fait et chacun met la faute sur l'autre et voilà. Moi j'ai 3 personnages, enfin surtout Serge et Paolo qui sont au premier plan en fait, et donc évidemment j'essaie d'aller un peu en profondeur. Donc, comment ils sont fabriqués, pourquoi ils sont devenus journalistes, qu'est-ce qui les a amenés là, pourquoi ils sont allés au bout du monde pour raconter des histoires pour un salaire ridicule. Et évidemment qu'au début je les ai trouvés rugueux et un peu tarés, et puis en fait petit à petit, c'est ma première confrontation aux journalistes, mais c'est des gens très attachants en fait et je trouve que les journalistes sont des personnages attachants et il y en avait beaucoup à l'époque en Afghanistan. Alors nous on n'en a pas croisé là où on est allé parce qu'on est allé sur les petites routes, mais il y avait beaucoup de femmes journalistes téméraires qui allaient voir d'autres femmes qui faisaient des reportages beaucoup plus intéressants sur les femmes d'ailleurs parce que nous on n'en a pas vu beaucoup et c'est toutes ces personnes, toutes ces journalistes qui prennent des risques inconsidérés juste pour raconter une histoire, c'est déjà attachant en soi en fait, c'est quand même incroyable. Enfin, moi je me suis beaucoup attaché aux journalistes. Les bandes vidéo, elles sont extrêmement mauvaises et il manque plein de morceaux. Je dois recoller les morceaux avec des photos, avec mes photos, celles de Paolo, des images qui n'ont rien à voir avec l'Afghanistan. Je mets mes parents en super 8 dans le film, enfin. Donc, et ça fonctionne avec la voix off. C'est une béquille en fait, ma voix off, mais c'est ce qui fait le lien avec tous ces éléments visuels qui sont très disparates en fait. Oui, en fait, on a cette tradition du documentaire en Suisse où la voix off est impersonnelle et elle parle, c'est une espèce de savoir qui tombe et on l'écoute parce que c'est la vérité. Et moi, j'ai quand même forcé le trait, c'est moi qui parle en fait. Et moi, je veux déjà vous dire d'où je viens. Déjà, je suis pas journaliste, je sais pas tenir une caméra et je commence à peine à faire des photos et je connais rien à l'Afghanistan. Et on va commencer comme ça le voyage. Et donc, c'est aussi une manière de dire tout ce que je vais dire, c'est moi qui le dis en fait. C'est pas Dieu le Père en fait. Et donc, c'est vraiment moi, je pense que c'est vraiment un film de voyage. C'est-à-dire que moi, je raconte mon voyage. C'est ça. Je rentre à la maison et je raconte mon voyage. Là, j'avais des bandes vidéo à disposition, donc je l'ai fait sous la forme cinématographique que j'affectionne beaucoup parce que c'est comme ça que je pense que je l'ai raconté le mieux. En tout cas, que j'arrive à faire passer les émotions le mieux. Mais c'est quand même un petit Suisse qui raconte en fait. C'est pas Dieu le Père. Non, mais je ne vais pas faire la suite, mais c'est vrai qu'en fait, au début, je devais faire un film sur l'Afghanistan et l'Irak, et que c'était compliqué. Là, l'avantage de ce voyage, c'est qu'on avait une unité de temps, unité de lieu, enfin, c'est vraiment une définition géographique. Et c'est vrai que j'ai la même quantité de bandes sur l'Irak. Et on a fait le tour de l'Irak, en fait. Serge avait aussi tracé une ligne, et on a fait tout le tour. Et alors, c'était un peu moins joyeux, l'Irak, que l'Afghanistan, parce qu'en Afghanistan, il y avait cet espoir très fort. Ils y croyaient, en fait. Alors qu'en Irak, déjà très tôt, quand on est arrivé, il y avait déjà une rage très forte en Irak contre les Occidentaux. Donc l'Irak, c'était un peu plus rock'n'roll, en fait. C'était moins poétique, comme ça. Et c'était plus rugueux comme voyage. L'Afghanistan, à un moment donné, quand on est parti
autour de la rivière Boom, là c'était extraordinaire en fait. Les gens étaient joyeux, les fleurs, enfin il y avait des coquelicots, des vallées de coquelicots, des vallées de crocus violettes. Il y avait un côté merveilleux en Afghanistan qu'il n'y avait pas en Irak en fait. Merci beaucoup Claude Bechtel de nous avoir parlé de River Boom, qu'on vous encourage donc tous à aller voir, et on remercie Zinc puisqu'on enregistre dans leurs locaux, c'est votre distributeur. Mais oui, merci beaucoup. Donc merci à Zinc.